Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir. Après la fusillade au lycée de Grasse hier, quelle sécurité pour les lycées d'Indre-et-Loire? Portique, badge, caméra, est-ce efficace? Les élèves sont-ils rassurés? Reportage à Tours dans ce journal. L'exposition du jeu de paume poussée vers la sortie. Pour accueillir la donation Kligman au château de Tours, la ville a décidé de suspendre son partenariat avec l'association. Explication dans quelques instants. Les jeux d'arcade se réinventent en Loir-et-Cher. Laurent Grard en a même fait son métier. Le portrait dans quelques instants de ce nostalgique des jeux de Pac-Man et Robotron. Je vous le disais en titre, après la fusillade hier à Grasse dans le lycée Tocqueville, la question de la sécurisation des lycées fait de nouveau l'actualité. La région Centre-Val de Loire va investir 5,5 millions dans les prochaines années. En Indre-et-Loire, certains lycées sont déjà pourvus de badges, portiques et vidéosurveillance. Au lycée des Cartes, 25 000 € ont déjà été investis en 3 ans. Audrey Champigny. Badger pour rentrer dans son lycée fait désormais partie du quotidien des élèves et des professeurs. Au lycée des Cartes de Tours, ce système est en place depuis la rentrée 2015 et a déjà fait ses preuves. L'établissement compte 1700 élèves. Ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Vous avez vu des élèves entrer avec leurs cartes. On peut avoir effectivement des jeunes qui s'infiltrent avec les jeunes. Par contre, le fait d'avoir badgé dans un lieu enclavé comme le nôtre et en centre-ville, où il y a beaucoup de passages malgré tout, a permis de réduire les intrusions dans l'établissement. Intrusions qui ne sont pas toutes violentes, qui ne sont pas toutes, affaire à un public quand même d'adolescents et pour partie de l'établissement, mais on a quand même beaucoup réduit. Autre dispositif mis en place il y a 1 an, des caméras installées dans les couloirs et à l'entrée de l'établissement qui scannent toutes les allées et venues. Enfin, des grilles de protection qui s'étaient avérées efficaces lors des manifestations contre la loi travail. Au début, c'était des grilles destinées à prévenir le vol dans la nuit. Mais elles étaient commandées sur place. Maintenant, elles peuvent être commandées de l'accueil. Autrement dit, à tout moment, s'il y a un danger, on peut baisser les grilles et confiner l'établissement. Autre établissement, autre exemple, à Grandmont. Ici, en fonction de l'entrée, les modes de contrôle sont différents. Carte de cantine, portail ou plus récemment tourniquet, mais pas de quoi inquiéter les élèves. C'est bien dans un sens et bof dans l'autre. Parce que dans un sens, ouais, ça sécurise, mais là-bas, il n'y a pas besoin de carte, c'est juste appuyer sur un bouton, quoi. Donc si le mec rentre par là, il ressort par là comme il veut, c'est tout. Au début, en seconde, on passait tous par le portail principal. Et depuis, on passe plutôt par l'accueil et il y a une vérification de carte ou de carnet pour vérifier si on est vraiment du lycée. Je trouve ça plutôt rassurant et c'est pas non plus oppressant, c'est normal. La question de la sécurisation des lycées, compétence de la région, reste un dossier complexe avec des mesures spécifiques pour chaque établissement. Cette année, l'enveloppe régionale sera de 700 000 €. Les moyens qui ont été fléchés ont été estimés en lien avec les établissements, avec une absence de schéma général, c'est-à-dire qu'on n'a pas une bonne formule à appliquer pour sécuriser un établissement scolaire, un lycée, mais une analyse au cas par cas de la vulnérabilité des sites. Et selon qu'on a un lycée qui est très enclavé en centre-ville ou au contraire un lycée agricole avec beaucoup de surface en pleine campagne, on n'a pas les mêmes configurations et pas les mêmes réponses. Donc aujourd'hui, les crédits qui ont été estimés correspondent aux besoins et à cette analyse que nous avons faite sur les lycées du territoire. En Centre-Val de Loire, on compte une centaine de lycées publics. Et pour renforcer leur sécurité, la région s'est engagée à investir 5,5 millions € dans les prochaines années. En bref, un jeune homme de 17 ans originaire du Loir-et-Cher a été placé en centre fermé pour mineurs. Il a été interpellé et mis en examen par la police lundi soir pour avoir tiré une volée de plomb avec sa carabine sur son ex-petite amie à Blois. Bilan pour l'adolescente, 3 jours d'interruption totale de travail. Dans l'actualité également, le maire de Tours, Serge Babary, a détaillé aujourd'hui les grandes orientations du budget 2017 de la ville. Il sera débattu en conseil municipal lundi. À retenir, les taux d'imposition n'augmenteront pas, les investissements et subventions restent stables. Les détails avec Amanda Bruyère-Rivera. Pas d'augmentation d'impôts cette année. C'est l'engagement pris par l'équipe municipale pour ce budget primitif 2017. La ville de Tours veut aussi maintenir les subventions à 18 millions € et augmente légèrement les investissements, dont l'enveloppe s'élève cette année à 27 millions €.
une situation très favorable qui a de multiples avantages. D'abord pour la population, on ne touche pas aux impôts, on maintient les subventions. Deuxièmement, vis-à-vis des banquiers qui observent les comptes de la ville, on leur amène des ratios améliorés, ce qui ne peut faire que de leur donner un sentiment plutôt favorable vis-à-vis de notre collectivité pour l'aide qu'ils peuvent nous apporter lorsqu'on est à la recherche de fonds pour l'investissement. Malgré une nouvelle baisse des dotations de l'État, ce budget veut maintenir ses engagements tout en accélérant le désendettement. À la fin de l'année, la mairie veut diminuer de 5 millions d'euros la dette, soit réduire sa capacité de désendettement à 12,6 ans, contre 13 ans en 2016 et 15 ans en 2015. Les frais de fonctionnement, c'est plutôt une optimisation des achats, une centralisation des dépenses, permettant ainsi de réduire le coût global de ceci au niveau des services. La ville fait des économies également au niveau de ses frais financiers, puisque avec la sortie du swap en 2016, nous avons pu économiser plus de 6 millions d'euros par rapport à l'année dernière sur les charges financières de la ville, donc par rapport à l'année 2015. Lundi prochain, le conseil municipal devra voter le lancement de grands projets, comme la construction de l'école au quartier des Deux Lions pour 480 000 euros, poursuivre les travaux en haut de la rue nationale, 1,5 million, et étudier une possible relocalisation de la police municipale dans la caserne Chassagne. La SNCF vient de mettre en ligne les réservations pour la prochaine LGV Paris-Bordeaux. Un aller simple Saint-Pierre-des-Corps-Bordeaux coûte en moyenne actuellement 50 €. Avec la mise en service de la LGV le 2 juillet prochain, il faudra débourser 5 à 16 € de plus. Comptez au mieux 1h50 pour ce trajet, au pire des cas 2h27 contre 2h40 actuellement. Un autre changement également à partir du 2 juillet pour les 1500 personnes qui font quotidiennement la navette entre Tours et Paris. Les horaires du soir dans le sens Paris-Bordeaux seront décalés. Celui qui manquera le train de 18h35 à Paris devra attendre 1 heure à Montparnasse contre 39 minutes actuellement. Retour à présent sur ce feuilleton dont nous vous parlons régulièrement, celui de la donation Kligman. 1200 œuvres d'art que le richissime propriétaire de 96 ans souhaite donner à la ville. Sa collection doit prochainement rejoindre le château de Tours. Avec cette conséquence inattendue, la ville a décidé de suspendre son partenariat avec l'association du Jeu de Paume. Les expositions photos vont s'arrêter. Elles ont déjà attiré depuis 2009 230 000 visiteurs. Florent Clavel. Zofia Ridot sera donc la dernière. Les œuvres de la photographe polonaise quitteront le château de Tours le 29 mai. Un départ qui met un point final aux expositions délocalisées du Jeu de Paume en place depuis 2009. L'association parisienne doit bientôt céder sa place aux œuvres de la donation Kligman. On a commencé à parler en mois de janvier. Il y a eu des allers-retours, c'était pas clair, etc. Mais apparemment, la condition de M. Kligman installé à Tours, c'était d'avoir le château. Et effectivement, pour l'instant, nous, on a décidé effectivement de partir de Tours. Un départ d'autant plus douloureux que le partenariat entre le Jeu de Paume et la mairie devait courir jusqu'en décembre 2018. Mais la municipalité veut aller vite. Léon Kligman est âgé de 96 ans et le dossier traîne depuis plusieurs mois après un projet avorté d'extension du musée des Beaux-Arts. L'enjeu, 1200 œuvres d'art. 1200 et en particulier 600 qui ont été répertoriés par le ministère de la Culture comme étant muséables, c'est-à-dire capables de rentrer dans les collections du musée national de Tours. Le Jeu de Paume s'est vu proposer un autre lieu à côté du château, inadéquate pour des œuvres photographiques, selon Martha Gilly. La mairie, qui évoque une simple suspension de convention, ne désespère pas de trouver une autre solution. En 8 ans, le Jeu de Paume aura proposé une quinzaine d'expositions inédites avec les plus grands, Sabine Weiss ou encore Robert Capa. Les travaux pour l'installation de la donation Kligman devraient débuter en juin. Des travaux aux frais de Léon Kligman qui a prévu une enveloppe maximale de 5 millions d'euros. Et puis, en bref, 2 informations pour le Loir-et-Cher suite à la suspicion d'influenza aviaire dans les élevages de volailles du Loir-et-Cher. Les autorités vétérinaires ont demandé l'abattage préventif de ces oiseaux. Il s'agit d'un élevage situé à Mur-de-Sologne et un autre à Gé-en-Sologne. Les éleveurs touchés seront indemnisés par l'État.
Et puis dans le dossier du Cher canalisé, les associations de pêche viennent d'être déboutées par la Cour administrative d'appel de Nantes. Elles avaient demandé d'annuler l'autorisation de gestion au syndicat mixte, ce syndicat qui gère 34 km de rivière entre Tours et le Loir-et-Cher. Les associations lui reprochent notamment sa gestion des barrages qui ne permettrait pas aux anguilles de remonter le cours d'eau. La Cour administrative de Nantes a estimé quant à elle que ce risque n'était pas établi en l'état des connaissances scientifiques actuelles. C'est la dernière journée des assises du journalisme de Tours. Grand public et professionnels ont pu échanger encore aujourd'hui et débattre lors du salon du livre du journalisme au Vinci. Des grands noms de la presse se sont rendus disponibles pour une séance de dédicace. Reportage sur place avec Romain Delville. S'il n'y a plus aujourd'hui à proprement parler des vedettes, des stars du journalisme, comme ont pu l'être Roger Giquel, Yves Mourouzi ou PPDA, il reste des têtes d'affiche. Et Edoui Plenel en fait partie, lui le fondateur de Mediapart, connu et reconnu par tous à sa moustache et ses yeux rieurs. Un journal, c'est des visages. Un journal, c'est une humanité. Un journal, c'est pas une froideur, c'est pas quelque chose qui est au-dessus du public. Il est à hauteur d'humanité. Donc pour moi, c'est pas de la notoriété, c'est pas de la célébrité, c'est simplement le fait d'être au service du public. Et le public vous le rend en vous reconnaissant. Parmi les journalistes qui ont bâti récemment leur notoriété sur leurs compétences et leurs sujets de prédilection, David Thompson fait partie du groupe de tête. Il y a quelques années, il a écrit Les Français djihadistes, il est invité sur nombre de plateaux télé et de conférences. Pour lui, le journaliste est descendu de son piédestal et c'est tant mieux. La relation de confiance aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense, elle se noue encore plus avec un journaliste en particulier plutôt qu'avec un média. Les gens ont tendance à faire confiance à un journaliste parce qu'ils savent que ce journaliste-là a fait ce travail sur cette question précise. Donc sur un sujet très précis, ils vont accorder leur confiance à ce journaliste-là. Pas forcément, peu importe le média dans lequel il travaille. Et ça, je pense que c'est un petit peu la nouveauté aujourd'hui. Et ce qui a changé la relation entre les journalistes et le grand public, ce sont les réseaux sociaux qui interrogent, qui suivent, qui posent des questions. Une discussion qui peut continuer pour de vrai à l'occasion d'une dédicace. Direction mer dans le Loir-et-Cher à présent, où un nostalgique des jeux de Pac-Man et Robotron a décidé d'offrir une nouvelle vie à de vieilles consoles. Laurent Grard a ouvert une start-up et en seulement 4 ans, sa société a déjà vendu 400 bornes de jeux d'arcade rétro. Un reportage d'Adrien Portron. Oublier l'Xbox et PlayStation 4 pour revenir quelques années en arrière. C'est ce qu'a fait ce passionné en retravaillant une vieille borne d'arcade qui traînait dans un bar. Victime de son succès, il décide alors de créer son entreprise MyArcade et de donner une seconde vie à ces bornes vintage qui ne cessent de restituer des souvenirs. Déjà, c'est rentrer dans la salle d'arcade. On rentrait, on ouvrait. On sentait cette odeur de cigarette, on voyait tous les copains du collège et du lycée qui étaient en train de jouer au baby-foot au milieu, il y avait les flippers à gauche, les bornes à droite, et là on allait voir quelle nouveauté était arrivée, quel nouveau jeu venait de sortir. Entre contact téléphonique avec l'acheteur, assemblage, finition et même livraison, Laurent et sa femme font tout eux-mêmes, à l'exception de quelques travaux réalisés par des entreprises locales. Les jeux en plus sont nettement plus beaux, il n'y a plus de pixels, on a retravaillé au niveau des graphismes, machine par machine, et donc par rapport à ça, vous avez votre bon vieux Super Mario sur NES, et il n'a plus aucun pixel, tout est arrondi. Il lui faut seulement 2 jours pour assembler une borne, ce qui lui permet de réaliser environ 150 modèles par an. Des modèles que l'on retrouve chez les commerçants, mais aussi chez les particuliers. Ceux qui n'aiment pas trop les solutions informatisées, qui ont des collections de rétro gaming énormes, ils peuvent rejouer sur les originaux, sur la borne, tout en ayant le meuble, la borne et le fun qui va avec. Ces bornes sont personnalisables et vont du simple joystick 2 joueurs à 400 € jusqu'à la borne grand modèle à 3000 €. Après 2 premières années compliquées, l'entreprise MyArcade commence à prendre du galon. Un contrat va même être prochainement signé pour équiper une chaîne de restaurants. À quoi ressemblera l'avenir de l'information dans 10 ans? À l'heure des réseaux sociaux, quel est le rôle du journalisme? Pour répondre à ces questions, nous avons sollicité la journaliste qui rassemble devant son journal télévisé à chaque fois plus de 5 millions de Français. Anne-Claire Coudray, présentateur du 20h sur TF1, est notre invitée. À tout de suite.